Et débutons votre édition d'information par le Proche-Orient avec de nouvelles manifestations en Syrie, notamment dans la région de Houla, au centre du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les bombardements de l'armée auraient fait au moins 90 victimes, dont 25 enfants. Ce sont des enfants blessés par des tirs d'artillerie lourde. Hier, Alep, la deuxième ville de Syrie, a connu la plus importante manifestation depuis le début de la contestation en mars 2011. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander le départ de Bachar el-Assad. Les seules images qui nous parviennent sont celles des manifestants. Des manifestants obligés de fuir devant les blindés de l'armée entrés pour la première fois dans la ville. À Dera, berceau de la contestation dans le sud du pays, des milliers de personnes ont également défilé. Notre prochain rendez-vous, c'est Damas, préviennent ces banderoles. Les opposants au régime souhaitent intensifier leur mouvement dans la capitale. Damas toujours plus quadrillé par les forces de l'ordre qui répriment toute forme de contestation dans le centre-ville. Par des tirs ou des bombardements, le régime syrien viole quotidiennement le cessez-le-feu annoncé il y a un mois et demi. À 200 km au nord de Damas, le village de Houla a été la cible de violents bombardements. Plus de 90 civils, parmi lesquels 25 enfants, ont été tués par l'armée, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'opposition en appelle au Conseil de sécurité de l'ONU et demande une réunion d'urgence après le massacre de Houla. Des observateurs de l'ONU doivent se rendre sur place dès aujourd'hui. En Finlande, un homme embusqué sur un toit dans une petite ville a ouvert le feu dans la nuit de vendredi à samedi sur les passants. Bilan 2 personnes tuées et 7 autres blessées. Comme tous les vendredis soirs, la foule se presse dans les bars et restaurants dans ce quartier animé d'Ivinka. C'est là que le tireur de 18 ans a choisi de se positionner et d'abattre ses victimes. Seul, en tenue de camouflage et armé de 2 fusils, le jeune homme ouvre le feu sur les passants depuis le toit d'un restaurant. Une jeune fille de 18 ans est tuée, 8 autres sont blessés. Très vite, interpellé par la police, le jeune homme n'oppose aucune résistance. Ce garçon n'a aucun casier judiciaire. Il n'est absolument pas connu des services de police. Il n'a que 18 ans et maintenant, nous allons devoir enquêter sur son passé. Selon les policiers, le garçon n'avait pas d'autorisation pour porter des armes. Il y a quelques mois, la Finlande a renforcé sa législation car, après les États-Unis et le Yémen, c'est le pays où circule le plus grand nombre d'armes à feu par habitant. Quittons la Finlande pour nous rendre au Vatican où il règne une ambiance quelque peu exécrable à l'origine de cette situation. Après le limogeage du banquier du pape, l'arrestation de son majordome et l'envoi à la presse de nombreux documents ultra confidentiels. Une semaine éprouvante pour Benoît XVI. Derrière une façade toujours aussi tranquille et sereine, le Vatican vit une semaine bien agitée. Des dizaines de documents confidentiels se sont retrouvés sur la place publique. Des fax qui illustrent de fortes tensions entre cardinaux au sujet de la situation fiscale de l'Église, des scandales sexuels chez les légionnaires du Christ ou des négociations avec les intégristes. La gendarmerie vaticane a arrêté le majordome du pape suspecté d'avoir été l'informateur de l'auteur d'un livre aux révélations choc. Ce qui vient de se produire est un fait sans précédent. Je ne me souviens pas qu'une seule personne n'ait déjà été arrêtée ainsi au Vatican. Quand j'ai interviewé un de mes informateurs, il était serein quant à son futur, avec un désir de transparence et de chasser les marchés du Temple. Il comptait sur le soutien de Benoît XVI. Deuxième coup de tonnerre, le Vatican met son banquier à la porte. On parle de désaccord avec le secrétaire de l'État pontifical sur les intérêts financiers du Saint-Siège. Le directeur de la Banque Vaticane l'aurait menacé de révéler d'autres documents secrets. Il explique son licenciement en affirmant qu'il voulait juste la transparence. Et le cardinal Bertone, non. C'est pour cette raison qu'il m'a renvoyé. C'est ça sa version. Et le cardinal Bertone en a bien sûr une autre. Il l'a donné dans un communiqué, mais je dirais qu'il y a un conflit très important en plein Vatican. Le pape s'est dit attristé par ces affaires, autant révélatrices de tensions que de réformes en plein Vatican.
À Cuba, 2 personnes sont portées disparues après avoir tenté de traverser un fleuve en crue dans le centre du pays. Parmi ces 2 personnes, un Français âgé de 66 ans. On n'a plus de nouvelles de lui depuis mercredi soir, mais son véhicule a été retrouvé au milieu du fleuve. Ces derniers jours, des pluies importantes ont causé des inondations et entraîné l'évacuation de quelques 8000 personnes. La province la plus affectée par les pluies est Sancti Spiritus, à 350 km à l'est de la Havane. À noter que la saison des cyclones sur l'Atlantique commence le 1er juin pour se terminer vers la fin novembre. Une dégustation d'un cru exceptionnel à présent, une bouteille de champagne Veuve Clicquot d'un autre siècle puisqu'elle a passé 170 ans au fond de la mer Baltique. En tout, 162 bouteilles avaient été découvertes en juillet 2010. La maison de Champagne organisait la dégustation du précieux breuvage. On entend un léger chine, très très léger. Un moment historique, une expérience unique pour un débouchage dans un silence religieux. Le temps s'arrête pour une trentaine d'invités parmi les plus grands spécialistes au monde du champagne pour déguster cette bouteille de 1839 qui porte le numéro archéologique A4. Je redécouvre ce vin, légèrement différent, encore plus mature, mais encore d'une belle densité et quelle belle acidité, quelle belle fraîcheur encore dans ce vin. Un vin très sucré comme les aimaient les aristocrates à la cour de Russie, car les bouteilles ont été retrouvées en mer Baltique, sur le chemin de Saint-Pétersbourg. Le plongeur qui les a remontées se souvient encore. Quand j'ai remonté la toute première bouteille, j'ai senti à mi-plongée à peu près que le bouchon sortait. Alors instinctivement, j'ai retenu le bouchon très fort avec mon pouce, mais la remontée a duré plus d'1 heure. Alors imaginez l'état de ma main en arrivant à la surface, elle était complètement tétanisée. Ceux qui ont dégusté n'ont jamais rien senti de pareil. Saveur de foin, de vieux parmesan, de résine, de citron et de cire. Une 50aine de bouteilles sera mise aux enchères dans les îles d'Alan, en mer Baltique, le vendredi 8 juin. Ces bouteilles pourraient chacune dépasser 30 000 €.